la première fois que je discute avec un entrepreneur qui expose tout avec sa boîte, qui la revend et qui, très peu de temps après, revient dans le podcast pour expliquer comment il est en train de tout péter avec sa nouvelle boîte. On a levé 15 millions d'euros en un an. Je ne crois plus à la quantité, c'est-à-dire faire du mass calling, mass emailing, mass LinkedIn. Quel que soit en fait le choix de la manière de prospecter, j'y crois plus. Sur les managers, je mets même un budget de coaching qui peut aller jusqu'à 7 000 euros l'année pour être sûr que eux-mêmes montent en compétences et continuent en fait de comprendre le marché. Je crois également que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais que l'IA va être le copilote de l'humain. Dorian, comment ça va ? En grande forme, et toi ? En grande forme, on était déjà en train de papoter, on parlait sport, on parlait structuration de boîte, on parlait d'arronnage, donc on était déjà sur une petite lancée, donc je me suis dit ça va peut-être être le moment là de cliquer sur enregistrer, histoire de capter tout ça. C'est vrai qu'on aurait déjà pu lancer l'enregistrement à quelques minutes en avance. À savoir qu'on avait déjà papoté par le passé, non sur la chaîne, mais en audio, à l'époque où je faisais mes podcasts que en audio. Et l'échange était super, super intéressant. On mettra le lien dans la description à rechercher d'ici là, si vous avez la flemme de scroller, Dorian, Chavarella, Ivancy à l'époque et Les Jeunes Branches, feu le nom du podcast, parce que vous aurez un petit état des lieux de ce qui se passait à l'époque. Et c'est dire s'il s'est passé des trucs de ton côté depuis. Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un petit état des lieux là, de tout ce qui s'est passé en 3 ans, même pas 3 ans? Parce que j'ai l'impression que c'est allé à une vitesse, mais juste hallucinante de ton côté, quoi. Ouais, si je te résume, déjà, super content d'être avec toi à nouveau, hein, parce qu'on a déjà passé un bon moment la dernière fois, et donc ça me fait plaisir qu'on rediscute ensemble. Plaisir partagé. Les 3 dernières années, écoute, Ivancy, je l'ai monté à 130 personnes. Donc, c'était le leader de l'influence marketing en Europe, principalement en signant des boîtes B2C. On avait des bureaux un peu partout en Europe. On avait des salariés en Espagne, en Allemagne, et après, on a développé l'Italie. On s'est fait racheter par un groupe américain qui s'appelle PSG Equity, qui a fait du build-up. Ils ont racheté 10 boîtes françaises pour structurer Skippers. Et donc, Ivancy a fait partie de ce groupe-là pour créer le leader du Customer Experience. Et le socle était avis vérifié. Après le rachat d'Ivancy, moi je suis devenu patron de l'Europe de chez Skippers. Je suis resté 1 année. J'ai pas d'obligation de rester post-acquisition de la boîte, mais c'était hyper intéressant de faire la passation avec mes salariés, de connaître ce que c'était une scale-up. Moi j'ai connu du 0 à 130. Skippers en était 550. Donc connaître les sujets de l'international, du build-up sur les différents produits, c'était intéressant. J'ai quitté Skippers, j'ai pris du temps pour moi, j'ai profité avec la famille et je me suis ennuyé et là je me suis dit que je devais monter un nouveau projet, donc j'ai monté Zelic. On a levé 15 millions d'euros en un an et on développe une solution à destination des commerciaux et des équipes revenues et voilà, et là je suis là aujourd'hui avec toi pour deep dive sur les différents sujets. C'est la toute première fois, je dois t'avouer que, et pourtant c'est dire si j'ai discuté en podcast avec des entrepreneurs, mais c'est la première fois que je discute avec un entrepreneur qui expose tout avec sa boîte, qui la revend et qui, très peu de temps après, revient dans le podcast pour expliquer comment il est en train de tout péter avec sa nouvelle boîte. Il n'y a plus rien à voir avec la précédente. Donc ça m'intéresse du coup qu'on en discute. Bon, je pense que tu l'as compris là, on va envoyer un max de valeur et d'infos dans cette vidéo. Le truc, c'est que apprendre des choses, c'est cool, mais les appliquer pour générer des vrais résultats, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on a pensé à toi. On t'a compilé une note de lecture, une fiche de lecture ultra actionnable, ultra concrète, ultra concise, avec à chaque fois, tu verras pour chaque partie des checklists concrètes. T'as juste des cases à cocher en fait pour aller chercher les résultats correspondants. C'est directement en description de la vidéo. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien, remplir un petit formulaire et en plus d'accéder sur nos archives donc à la note de lecture correspondante, tu vas accéder à plein d'autres contenus toujours très actionnables, toujours le plus chargé en valeur possible. Bref, je t'embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Il s'est passé quoi pendant cette période d'entre-deux là ? 6 mois de vide. Je pense que le mot vide est un bon mot. La problématique que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu le temps de planifier ce que j'allais faire après l'acquisition et après ma sortie. Ce qui s'est passé, c'est qu'Ivancy n'était pas à vendre. J'étais en levée de fonds. Je voulais lever entre 10 et 20 millions d'euros, ce que je pensais réussir à lever. Au bout de 2 semaines de mon roadshow, le roadshow, c'est quand j'ai démarré à contacter des fonds d'investissement pour essayer de lever de l'argent. J'ai eu un message donc du fonds PSG qui m'a proposé de me voir pour une potentielle acquisition. J'ai eu un bon fit avec eux. Ils m'ont présenté au patron de Avis Vérifié, donc du groupe Skippers. Et là, on s'est dit qu'on allait faire le deal ensemble. Le deal s'est fait en 9 mois. Donc, j'ai commencé à travailler sur le deal
et je l'ai terminé en octobre 2021 et je l'ai commencé donc 9 mois un peu plus tôt. Donc à ce moment-là, j'étais pas à vendre, donc j'ai pas eu le temps de penser à l'après. Mon seul but c'était de réussir à vendre ma boîte. Et une fois que l'acquisition s'est faite, je voulais que tout se passe bien post-acquisition pour mes salariés, mais pour le groupe Skipper, parce que je suis resté actionnaire. Donc j'avais de la valeur à apporter pour le groupe. Et donc l'année d'après, j'ai tout fait pour que tout se passe bien. Et donc j'ai dû apprendre un nouveau métier qui était gérer l'Europe, pas seulement pour Ivancy, mais pour des autres sociétés que je ne connaissais pas à l'époque. Donc j'ai pas eu de temps pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai arrêté et que j'ai décidé de partir, j'ai rien eu le temps de planifier. Et donc ça a été un vrai vide où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que maintenant je vais faire de ma vie? C'est quoi les next steps? Est-ce que je remonte une société de zéro? Est-ce que je rachète une société? Est-ce que je prends plus de temps pour moi et j'arrête de travailler, je me consacre à de l'investissement ou à de l'immobilier? Et en fait, je suis arrivé pendant 6 mois à regarder la télé, à regarder Netflix, Disney, Canal. Moi, j'ai pris abonnement à toutes les chaînes pour passer mon temps. Et je suis allé voir une nutritionniste et je me suis mis au Warhammer. Je sais pas si tu connais. Donc, Ah ouais, donc là t'étais dans un game vraiment ah ouais, ouais, écoute, de l'exploration, quoi. ouais, j'étais en exploration. En fait, je voulais découvrir des choses. Je me suis mis au BD, à la lecture. En fait, j'ai fait plein d'activités. Tout ce que j'ai pas eu le temps de faire à l'époque. Tu vois, je me suis mis au golf. J'ai appris le paddle tennis. Euh, et en fait, ces 6 mois-là, ça a été court mais intense. Et j'ai eu le temps de beaucoup m'ennuyer parce que j'ai toujours été hyper actif. C'est comme quelqu'un qui fait une thèse et qui arrête du jour au lendemain sa thèse. En fait, il s'ennuie. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Et toutes les personnes autour de moi travaillaient. Donc ma femme, mes amis, ma famille, tout le monde a un taf. Et donc moi j'étais là à la maison à ne rien faire. Et mon cofondateur de l'époque, donc Sylvain, à qui j'ai monté à Ivancy, lui avait déjà son projet parce qu'il voulait être écrivain et donc il écrivait son bouquin. Donc en fait lui, le jour où ça s'est arrêté, tout était déjà tracé pour lui. Il savait ce qu'il voulait faire. Alors que moi de mon côté, je l'avais pas anticipé. Parce que j'étais en plus en frontal sur la partie revente de ma boîte, donc j'avais moins de temps que les autres. Et donc voilà, j'ai envie de te dire vide. On reprend ce mot-là qui caractérise bien mes 6 mois passés post-exit. Mais donc là tu remets les gants. Qu'est-ce qui fait que tu aboutis, par quel cheminement de pensée t'aboutis à Zelic en tant que opportunité, en tant que projet? I26, donc c'était de l'influence marketing, j'étais pas passionné par l'influence. Et donc je me suis dit, si je me relance dans un nouveau projet, c'est pour faire quelque chose que j'aime. Et quand je me lève le matin, je suis passionné par ce secteur. J'adore les commerciaux, j'adore la vente, je trouve ça marrant, je l'ai beaucoup fait chez Ivancy et même avant. Et en fait, je voulais aider les commerciaux à monter, en fait, à se développer. Et donc, quand j'ai décidé de monter la boîte, j'ai regardé sur mon secteur d'activité les boîtes qui performaient aux États-Unis, la croissance du secteur d'activité. Je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités et je me suis dit, c'est un secteur que j'aime, il y a une opportunité marché, j'ai juste à me lancer. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a été vraiment assez simple. Peut-être ma réflexion a duré 1 mois. J'ai pris un tableau, tu vois, un tableau blanc d'école. J'ai mis toutes mes idées sur ce tableau blanc-là. Et je me rappelle, ma femme, elle me dit, écoute, Dorian, en fait, t'as trop d'idées, tu deviens chiant. Relance-toi dans un projet parce que sinon, ça va pas le faire, on n'en peut plus, là, tes idées. Et donc, j'ai pris mon tableau, j'ai fait des vies ma vie avec certaines personnes parce que sur mes idées, j'ai contacté des patrons de boîtes qui étaient sur ce secteur-là pour comprendre un peu leur quotidien. Et je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les commerciaux. Et donc, je me vois dans les 10 prochaines années me lancer dans ce secteur d'activité. Parce que je me suis projeté à 10 ans. En fait, Ivancy, je l'ai revendu entre 5 et 6 ans. Et je me suis dit, ça a été long de travailler pendant 6 ans sur un secteur qui ne me passionnait pas. Et donc, je me suis dit, si je me relance dans une nouvelle activité, il faut que ça me passionne. Et les commerciaux, ça me passionne. Je suis commercial dans l'âme. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Je me projette jusqu'à 10 ans. Après, voire plus si en fonction des développements et du marché. Mais voilà, je me suis projeté à 10 ans et ça matchait super bien avec ce que j'avais envie de faire. Ok. C'est quoi l'objectif à 10 ans? Écoute, alors, Ivancy, je l'ai très très bien revendu. Je l'ai revendu à 8 chiffres. Maintenant, pour Zelic, c'est de faire mieux. Donc, il y a une valorisation que j'aimerais avoir qui est dépasser le milliard de valo. J'aimerais dépasser les 100 millions de chiffres d'affaires sur cette boîte aussi, pendant que je suis aux manettes. J'ai des choses à... Ouais, annuel, ouais. J'ai des choses à me prouver aussi parce que j'ai réussi une première fois sur ma précédente boîte et là j'ai envie de réussir mais même mieux
Et donc, c'est un challenge pour moi et ça me motive et je suis quelqu'un de très compétiteur dans l'âme. J'avais pas lancé les US à l'époque. Là, tu vois, on en parlait en off, mais 25% de mon chiffre d'affaires est fait hors France, dont une partie aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui me motive également à réussir sur le territoire américain. Donc, ça, c'est les milestones que j'ai envie de réussir à atteindre avec Zelic aujourd'hui. Ok. On avait parlé en préparant cet échange, bah là, quand on faisait un petit call, un petit appel de catch-up, comme on dit, tu m'as expliqué que tu avais réussi à mettre en place un système qui t'avait permis. Alors, d'ailleurs, je sais pas si tu parlais de Ivancy ou de Zelic, mais qui t'avait permis d'atteindre 8000 clients en un an. Tu Ouais, m'as c'est dit. Zelic. C'est Zelic, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, j'étais pas sûr, parce que je sais que sur Ivancy, tu avais des chiffres similaires. Bah, est-ce que ça te dit qu'on en parle un petit peu? Ouais, avec plaisir. Parce que vous avez été extrêmement vite en termes de go-to-market, là. Ouais, on était rapide et pourtant avec peu de budget marketing. En fait, ce qui s'est passé sur les 8000 utilisateurs qu'on a aujourd'hui, on l'a fait de différentes façons. La première des choses, c'est qu'on a construit une première version de la plateforme que j'appellerais une version alpha en 3 mois. Donc, c'est-à-dire que Ok. nous, on a démarré Zelic en janvier 2020. En avril 2023, on avait cette version alpha qu'on a mis dans la main des premiers utilisateurs qu'on avait interviewés. Quand je dis alpha, c'est vraiment une alpha. C'est un produit qui est non fini, non stable, non structuré et qui ne fonctionne pas très bien. Mais je voulais récolter les premiers avis pour réussir à développer ma version bêta. La version bêta, elle est sortie entre juin et juillet. Elle a été finie en septembre de la même année, septembre 2023. Sur toute cette période-là, on a fait une grosse communication avec un Product Hunt où on a été Product of the Day, ce qui nous a permis également d'avoir énormément de personnes qui sont venues sur la plateforme pour pouvoir utiliser cette version bêta. Comme on a communiqué très en amont d'un produit fini, on a pu récolter un maximum de feedback sur ce qui n'allait pas dans notre produit. Donc en fait, j'ai accepté en amont de prendre beaucoup de retours négatifs sur des choses qui allaient pas, que je connaissais mais que je voulais vérifier par moi-même. Et donc, tu vois, au lieu de prendre je sais pas moi, 6 mois de mon temps à faire des interviews seuls les uns après les autres. En fait, je me suis dit, ben là, je fais un gros coup de com. J'annonce que c'est un coup de com pour une version bêta qui n'est pas finalisée. Et je me confronte au marché à me prendre un maximum de feedback pour réussir à améliorer mon produit. Version bêta, donc Le Ice Bucket Challenge version Product Hunt, quoi. ouais, exactement, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai eu une vraie base d'utilisateurs des différents pays du monde. On a réussi après à structurer produit pour prioriser ces feedbacks-là par rapport à nos ICP et donc ICP Ideal Customer Profile, donc les gens les plus importants selon nous pour notre plateforme pour leur usage et ensuite on a fait d'autres types de communication. Les levées de fonds nous ont permis également à nous faire voir à l'international sur les 15 millions qu'on a pu lever en une année. Donc ça fait une communication forte qui a attiré également énormément de curieux. Pas forcément des clients payants, mais beaucoup de curieux. Et ensuite, grâce à l'influence marketing, donc je me suis basé de mes connaissances au préalable de chez Ivancy pour travailler avec des influenceurs B2B, parce que ça se développe de plus en plus. Bon, on a eu des leaders d'opinion qui ont pu nous tester, mettre des avis sur nous. Et ça nous a permis également de gagner en crédibilité et en croissance. On a commencé à parler principalement de la data chez Zelic, parce qu'aujourd'hui, on a la meilleure data sur le marché avec la waterfall qu'on a et notre propre database. Donc, on compare sur le marché, on a entre de taux d'enrichissement sur les téléphones mobiles et 80% sur les emails. On teste tous les data providers, donc les fournisseurs de données à l'international et on le priorise par qualité et pas sur un système de prix. Et nous-mêmes, on travaille avec nos propres systèmes de données, donc pour la mettre à disposition. Donc même Zelic, l'API Zelic, contient le fournisseur Zelic dans cette waterfall, donc cette cascade d'enrichissement. Et là, on a mis à jour et on a updaté notre plateforme sur la partie séquence et prospection. Et donc on va faire une grosse communication pour que les personnes puissent venir pas seulement pour notre donnée, mais également pour toute cette partie prospection sur notre plateforme qui aujourd'hui est multicanal et qui est très nouvelle et qui est top niveau marché aujourd'hui. Et donc, pour résumer, en gros, les prémices de départ, c'est tu veux te confronter au marché le plus rapidement et le plus frontalement possible. Le but, c'est de te faire ensevelir sous du feedback pour vérifier tes intuitions. Donc, effectivement, tu avais un certain nombre d'intuitions parce que c'est un secteur que tu connais, donc que tu connais aussi ton produit parce que tu l'utilisais, c'est toi qui Ouais. l'as bâti, et ainsi de suite. D'ailleurs, tu m'as dit que tu avais appris le code. Tu as mis les mains dans le code au début ou... Écoute, j'ai fait une formation à l'école, c'est une courte formation du wagon pour Ok. comprendre le HTML Donc, et tu étais en Ruby CSS. on Rails et tout, tu savais faire un peu.
Non, non, tout ce qui est Ruby, Back, je maîtrise pas. C'était plutôt, Ok. plutôt le front que j'avais pu Mhm. apprendre. Et franchement, mes capacités sont très limitées. Je me vendrai Ouais. jamais en tant que développeur Ouais, en gros, parce que je vaux pas cher. tu t'es Mais acculturé à parler le même langage que ton CTO de l'époque, quoi, en gros, avec qui tu as pu. ouais, mais j'ai pu apprendre et aujourd'hui j'ai une bonne connaissance technique parce que chez Ivancy, j'ai eu à manager une quinzaine de développeurs sur 6 ans. Ok. Donc j'avais différentes complexités. On était en Ruby on Rails, en React Native et après on avait différentes choses sur la data. On avait un peu de Python, on utilisait Elasticsearch sur le scrapping. Donc en fait, j'ai pu comprendre tous les termes techniques. J'ai eu le temps de faire du shadow, donc c'est-à-dire aussi de comprendre leur travail dans le quotidien, ce qu'ils utilisaient, les diffs qu'ils pouvaient avoir. Et donc ça a pu me nourrir et aujourd'hui donc j'ai une meilleure compréhension pour discuter avec mon CTO du quotidien parce que je comprends leur métier. Hmm. Alors je ne le fais pas, mais je comprends leur quotidien. Tu te confrontes, ton objectif c'est de te confronter au marché le plus vite possible. Pour ça, vous sortez une alpha. On parle souvent de bêta, mais l'alpha est un excellent moyen de mesurer. Alors tu vas me dire tu vas me dire si on est raccord là-dessus. Mais de ce que je comprends, toi, ton objectif avec l'alpha, c'était de vérifier la viabilité de l'opportunité de marché que tu pensais avoir identifiée. Comment? En mesurant la magnitude de la frustration des gens qui, en essayant d'utiliser ton alpha, allait se heurter à toutes les inconsistances du produit et allait dire ah purée, ton truc il a l'air incroyable mais il est inutilisable, c'est relou. C'est un peu ça, ouais. Et- L'autre argument, c'est de me dire en fait quel est le nombre de personnes sur mon message marketing, donc qui est qui la proposition de valeur que je voulais mettre en avant, ont envie de comprendre mon produit et de l'utiliser. c'est Et ça. donc, qui sont frustrés. Donc c'était vraiment de mesurer un pré-product market fit, justement en regardant si côté market, donc marketing, tu arrivais à attirer les gens et côté produit, tu arrivais à justement idéalement commencer à délivrer ou à minima, mais c'est bien aussi, voir si ça génère de la frustration parce que là, tu te retrouves face à un delta entre la promesse, les attentes, l'expectative et ce que tu arrives à délivrer à l'instant T parce que, encore une fois, c'est une alpha. Donc, c'est un produit qui n'est pas encore abouti. Et en fait, c'est un peu le but, parce que le but, c'est d'être rapide, d'être véloce. Donc, ça, c'est la Exactement. première étape. Et je peux peut-être t'expliquer pourquoi je l'ai fait. C'est parce que j'ai levé 5 millions le jour où la boîte a été créée et OK. j'ai eu très peu de temps pour me confronter au marché et savoir où je devais dépenser mon argent. Et donc j'ai Mhm. pas eu le choix de me confronter de manière forte et pour récolter un maximum de feedback et être sûr de mes choix parce que j'allais dépenser pour recruter une équipe et je devais commencer à construire ma roadmap. Donc en fait j'ai pas eu le choix, mon timing était hyper serré. Après, l'alpha a été ouverte à ce moment-là, j'imagine. L'alpha était ouverte, mais on choisissait les personnes qui entraient. Et c'était gratuit. Et c'était gratuit. C'était gratuit, voilà. Donc, OK. Et donc, ensuite, vous passez en bêta. Donc là, le produit est un peu plus abouti. Et là, ce que vous cherchez à mesurer, c'est si est-ce que vous commencez à avoir des cas d'usage précis? Est-ce que vous arrivez à commencer à faire des trucs, à justement avoir des cas d'usage sur lesquels vous arrivez à délivrer de façon répétable et de façon performante, en fait? Ouais, là, le but, c'était d'avoir des commerciaux sur la plateforme et comprendre leur usage et qu'est-ce qui leur manquait par rapport à d'autres solutions qu'ils utilisaient déjà. Et sur toutes ces autres solutions-là, quelles étaient les features les plus importantes à mettre dans notre produit. Et donc, ça nous a permis, avec l'équipe produit, de structurer en fait notre démarche de développement et la construction de la roadmap. OK, trop bien. Et donc là, quand vous sortez de bêta, vous avez combien d'utilisateurs? Sur la phase bêta, on doit en avoir plus de 1000 à Ça, peu c'est près bien, hein. personnes qui commençaient à venir dans le produit. Alors c'était pas des daily active users, mais on avait déjà un peu plus de 1000 personnes qui testaient notre produit. Je peux te dire des monthly active users plutôt. C'était pas des daily. Et comment tu les as recrutés à l'époque? La campagne sur Product Hunt, elle a super bien fonctionné. Ça nous a apporté Mhm. énormément de monde. Donc après, on a fait du nurturing sur ces leads-là pour faire revenir les gens lorsqu'ils n'étaient pas satisfaits de la version alpha. On a commencé à travailler aussi notre communication sur G2 pour avoir des badges, pour faire venir un maximum de personnes de plus en plus stables. On a mis un budget influenceur mensuel sur des thématiques très précises qu'on voulait mettre en avant. Donc ça nous a permis également. Et après, on a démarché des boîtes très précises qu'on voulait faire utiliser notre produit par rapport à notre vision pour récolter également des feedbacks, parce que toute cette étape-là, pour l'instant, on facturait pas. Ça restait gratuit. Notre but, c'est simplement de construire le produit et de commencer à le commercialiser la version 1, la V1, fin 2023, début 2024. C'est la première fois, après ça m'étonne pas de par ton CV hein, forcément, mais c'est la première fois que j'entends un entrepreneur utiliser l'influence comme canal early. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais si demain par exemple tu devais
lancer un nouveau produit, est-ce que c'est quelque chose que tu dégainerais de nouveau? Ouais, clairement. Comment tu procéderais? Genre là, ce serait quoi ton blueprint, pour enclencher sur ce canal au début et forcément optimiser ses coûts? Ouais, je pense que la chose la plus importante, c'est de réussir à se faire une liste en fonction des pays qu'on veut adresser, des personnes qui parlent de cette thématique-là. De regarder, en fait, d'avoir une idée de leurs followers, de leur audience, et de leur engagement. Et ensuite de se mettre d'accord sur un seul et même message à véhiculer par toutes ces personnes-là. OK. Il faut juste le faire au bon moment parce qu'il faut que le produit soit prêt. Parce que si le message est fort et est communiqué dans différents pays ou sur une grosse audience, bah, il faut être sûr en fait que le produit fonctionne bien. C'est différent un product hunt et l'influence marketing, parce que l'influence marketing, il y a des personnes qui vont parler de ton produit, et donc ils engagent leur crédibilité sur ton produit. Et généralement, ils vont pas mettre en avant le produit sur la même verticale, ils vont plutôt les sélectionner. Et donc, il faut être sûr que ton produit soit assez efficace pour eux, à leurs yeux en tout cas, pour le mettre en avant et qu'ils aient envie de l'utiliser dans leur quotidien. Parce que s'ils l'utilisent dans leur quotidien, leurs messages vont mieux passer parce que ils sont déjà adeptes de ton OK. OK et comment tu les approches? démarche plutôt en direct sur LinkedIn. Donc il y a une veille à faire. Donc soit il y a des outils d'influence qui existent, soit il faut faire une veille manuelle sur LinkedIn avec certains mots-clés. Les algos LinkedIn sont de mieux en mieux là-dessus, où ils arrivent te pousser des profils qui correspondent directement à tes études de voir. Donc là-dessus, ça aide également à faire sa veille, sa veille marché sur l'influence marketing. Et après, un message assez direct, hein, tu connais le cold outreach, on en a discuté avant. Il faut que le message soit direct, il faut qu'il soit bien fait. Mais il n'y a pas de raison que l'influenceur ne te réponde pas si tu as une bonne proposition de valeur à lui proposer. Quelle structure de deal tu as proposé à ces créateurs-là, à l'époque? Ouais, tu en as plusieurs. Tu peux payer pour le post, donc tu peux faire du post sponsor qui est assez basique. OK. Tu peux faire du sponsor plus affiliation. Tu peux faire seulement de l'affiliation. Tu peux ensuite l'avoir en tant qu'ambassadeur, donc tu peux le faire soit un deal long terme, donc il peut être un deal de 6 à 1 an, 6 mois à 1 an, ou tu peux faire des deals très court terme. Moi, ce que je recommande là-dessus, c'est en fait de tester différents influenceurs, de voir lesquels fonctionnent le mieux, et ceux qui fonctionnent le mieux, les garder plutôt sur une durée longue, et les autres faire plutôt des one-shots quand tu as des moments de communication qui sont hyper importants pour toi. OK. Mais voilà, donc tu vas travailler avec 10 influenceurs. Sur les 10 influenceurs, tu vas peut-être en garder 2 ou 3 sur la longue durée. Et le reste, tu vas plutôt travailler avec eux de façon court-termiste, mais sur des moments importants pour toi. OK. Donc tu as vraiment un écrémage naturel qui va s'opérer, quoi, mais ceux avec qui tu Ouais. continues de travailler, dans le temps, bah, l'objectif, c'est vraiment de sceller ça avec un contrat, au-delà de contrats comme ça et d'OP ponctuels, vraiment de converger vers un partenariat à part entière. Ouais, exactement. Et après, tu as une autre forme de partenariat, c'est aussi de leur offrir ta solution. Mmh. Donc tu les fais pas payer, tu leur offres ta solution, mais ça peut leur permettre également d'y bénéficier, de mettre en avant et de continuer d'être accro de ton produit. Mmh. Mais l'influence est de plus en plus importante. Tu vois, moi à l'époque, j'avais 500 000 influenceurs chez Ivancy en B2C, et ce qui se passait en B2C commence à arriver en B2B. Et tu crois beaucoup plus à un leader d'opinion, quelqu'un qui connaît sa thématique plutôt qu'une publicité. Donc c'est pour ça que c'est super important en fait de s'associer aux bonnes personnes, parce qu'ils ont un fort impact sur l'identification des nouveaux produits. C'est un vrai sujet, l'influence en B2B. Je trouve que c'est beaucoup plus, bah, comme tu le dis, c'est en train d'arriver et donc on est en train de passer un petit peu par le même cheminement qu'en B2C, si tant est que, la distinction, vaut quelque chose. Mais tu sais, l'époque youtubienne où les youtubeurs s'excusaient carrément, limite, de faire des OP, tu sais? On retrouve un petit peu cette méfiance-là du côté, de l'audience. C'est moins apologétique, côté créateur B2B, mais tu sens, tu sens cette réticence côté audience à l'idée que des posts soient sponsors et cetera et ou alors, ça nécessite hem une vraie assise communautaire de la part du créateur pour que l'audience passe au-delà, quoi. Je sais pas ce que Ouais. tu en penses. C'est vraiment quelque chose que je ressens et qui, me crispe un petit peu sur ce sujet et j'espère que ça va se débloquer, quoi. Ouais, alors un, je suis d'accord avec toi, et 2, ça va se débloquer. Ça s'est Mmh. débloqué en B2C, donc il y a pas de raison que ça se débloque pas en B2B. Et après, moi, le retour d'expérience que je peux faire, c'est que l'intégralité des créateurs et 100 des créateurs communiquent sur un produit seulement quand ils l'aiment bien. Franchement, j'ai jamais eu une personne, alors qu'on appelle influenceur, ambassadeur, advocate, créateur de contenu, quel que soit le nom qu'on lui donne, j'en ai eu 0
qui ne m'a pas demandé à tester mon produit avant de faire une pub. En fait, ils engagent leur crédibilité. Admettons que tu es coach pour les sales, coach pour le marketing ou autre. En fait, tu engages ta crédibilité. Donc, tu dois choisir les produits que tu as envie de promouvoir. Et si les produits que tu mets en avant ne sont pas bons, bah, c'est problématique. Donc là-dessus, je pense que ça va se débloquer. Et je pense même que c'est normal et je comprends pas pourquoi c'était pas venu avant l'influence marketing B2B. Ça se trouve, j'aurais vendu à Ivancy encore pire, tu vois. Tu m'étonnes. Et alors, j'imagine pas la quantité invraisemblable de données avec lesquelles vous vous amusez au quotidien chez Zelic. Je parle même pas de données d'enrichissement, mais aussi de données utilisateurs. Là aujourd'hui, est-ce que t'es chaud qu'on se fasse un petit état des lieux de l'état de l'art, de ce qui fonctionne en outbound marketing, en prospection aujourd'hui, 2025, on est en avril 2025. Qu'est-ce qui marche en ce moment et qu'est-ce qui ne marche plus du tout? Et alors, je suis pas un gars du tactico-tactique, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton écho par rapport à ça parce que forcément, tu as accès aujourd'hui à une magnitude de data auquel je peux pas prétendre, quoi. Donc ça m'intéresse même à titre perso d'avoir ton avis, enfin ton retour là-dessus. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez chez vos utilisateurs? Il y a plusieurs choses et si je me trompe pas, tu en as déjà parlé dans certaines vidéos que tu as prédit un petit peu des choses. Je crois que tu as fait une vidéo sur le sujet. J'ai fait mon Nostradamus. Tu as fait ton Nostradamus. Ouais, mais intéressant, tu vois, j'ai regardé, c'était hyper intéressant. Je ne crois plus à la quantité. Donc, c'est-à-dire faire du mass calling, mass emailing, LinkedIn, ou quel que soit en fait le choix de la manière de procéder. Ok. Aujourd'hui, c'est super important en fait de faire de la qualité parce Ok. que ton image de marque est super importante, que tu dois faire attention à ton message, que les gens sont de plus en plus prospectés, que les outils et l'IA aident aujourd'hui à prospecter beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Donc en fait, les outils deviennent de plus en plus accessibles, donc plus de messages envoyés, donc tu te noies dans la masse. Je ne crois plus non plus à la prospection unicanal, c'est-à-dire monocanal, où tu utilises seulement un canal de prospection. Il faut faire du multicanal pour augmenter tes chances parce que tes prospects, en fait, en fonction des différentes heures, ils se baladent sur les différents outils et donc tu peux les avoir de manière totalement différente. Je crois aussi que le B2B ressemble de plus en plus au B2C, c'est pour ça que je t'ai dit que ça allait se débloquer. Et tu vois, dans le B2C, une personne qui voit 7 fois un produit va l'acheter 7 fois de façon différente. Et sur le B2B, ça va être exactement la même chose. Potentiellement, tu as un influenceur qui en parle, tu vas avoir une publicité, tu vas avoir un mail qui t'a été envoyé, tu vas avoir un message LinkedIn, et potentiellement la personne t'a appelé. Et donc ça va être exactement la même chose. Donc tu es obligé d'outreach la personne de différentes façons pour être sûr que tu restes top of mind. Comme je l'ai dit, le problème c'est qu'il y a énormément de boîtes maintenant qui font de la prospection et qui la font mal. Et le problème c'est que tu es noyé dans la masse. Et donc si tu sors de l'eau avec un appel qualifié parce que tu as eu des intents et tu as vu des intentions d'achat que tu peux utiliser dans ta prospection, que ce soit par email, sur LinkedIn ou par appel, ça peut forcément t'aider. J'ai l'impression aussi, tu vois, et c'est marrant parce que très peu de boîtes le font, mais que la prospection physique peut fonctionner. Qu'est-ce que j'appelle physique? C'est-à-dire que tu envoies des goodies. Tu vois, tu envoies des goodies ou tu envoies des choses. Donc tu personnalises en tout cas ton approche. Très peu de boîtes le font. En tout cas, je le vois jamais. Je crois de plus en plus aussi à la connaissance des boîtes que tu vas targeter et aux personas. Donc d'adapter ton message à ton acheteur potentiel, à ton prospect, et également de se baser sur la vie de la société. Est-ce que la société est en croissance? Est-ce qu'elle est en train d'acheter? Est-ce qu'elle recrute dans son secteur d'activité ou dans son département? Est-ce que la personne a changé de job dans les 6 derniers mois? Donc potentiellement, elle va s'outiller d'une façon différente et elle va avoir son propre budget parce qu'elle doit faire ses preuves. Donc en fait, il y a un tas de choses et donc ce qui est marketing intelligence qui entre dans la partie pour optimiser ces taux de transfo. Pareil, je crois énormément dans la data. C'est pour ça que le premier axe de Zelix, c'est la data. Si t'as pas la bonne donnée, bah, tu peux être sûr en fait que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Tu vois, déjà sur la partie prospection, cold calling, à l'époque, t'appelais 100 personnes, t'en avais peut-être 30 ou 40 au téléphone. Aujourd'hui, t'appelles 100 personnes, t'en as 10 à 15. Et si t'arrives à prendre un ou deux rendez-vous dans ta journée, tu fais déjà une très bonne perf. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et aussi pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu peux être blacklisté sur les numéros de téléphone. En fait, tu peux être en spam. Mais également, quand on voit des mails, tu vois, tu as des limitations, tu as des régulations aujourd'hui aussi au niveau des boîtes mail. Et c'est pour ça que tu as des rotations de boîtes mail, tu as du warm ou autre. Et donc, en fait, de ce que je vois, moi, c'est que la prospection doit devenir intelligente. Et donc, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que pendant un temps, on a eu un peu un âge d'or de la prospection
où je me souviens, hein, entre 2019 et 2021, moi, mon standard pour une campagne satisfaisante, c'était je commençais à sourire à partir de 80% d'ouverture et je commençais à sourire à partir de 25-30% de réponse. Et En dessous, je aujourd'hui, c'est faisais quoi? la C'est tout tronche. le monde 40% d'ouverture, t'es déjà content, donc 2 fois moins. Ouais, exactement. C'est-à-dire que, et à l'époque, vraiment 40%, je passais une mauvaise soirée, hein. Vraiment, je reprenais tout, quoi. Et, et là, aujourd'hui, ouais, c'est vraiment, vraiment compliqué. On travaille avec Augustin, qui est ambassadeur Zelic, qui est un monstre absolu du call call, qui est déjà intervenu sur la chaîne, et qui expliquait que, ouais, de son côté, il a vraiment constaté un effondrement du taux de décroché, donc de téléphone, d'interlocuteurs qui décrochent leur téléphone quand on les appelle. Pareil, d'une division par deux, en fait, du nombre de téléphones décrochés. Donc, il y a un vrai sujet quant à maintenant la qualité de la donnée en premier lieu et la qualité du message qu'on va émettre, parce que on a de moins en moins d'opportunités. Là où avant on pouvait compenser par de la volumétrie sur tous les plans, en fait, à toutes les échelles, bah là aujourd'hui tout s'est resserré et donc on est obligé d'être le plus précis possible. Et Ouais, et tu as un problème en plus là-dessus, c'est que déjà, il y a très peu de gens qui savent bien faire du cold call. Et la plupart des personnes, parfois, elles prennent des stagiaires ou des alternants ou autres. Quand tu as 40 personnes au téléphone dans ta journée, bah, en fait, tu t'entraînes beaucoup plus facilement. Quand tu as seulement 5 ou 10 personnes au bout du fil dans ta journée, la complexité, c'est que bah, ton stagiaire, ton alternant ou peut-être ton CDI, ça dépend de la structure, hein, mais ils vont avoir peur de rater leur opportunité parce qu'ils savent qu'ils vont avoir que 10 personnes au bout du fil dans leur journée. Donc en fait, ça t'ajoute un stress et ce stress-là peut conduire à des mauvais résultats. de Alors crisp. oui, exactement. Donc c'est toujours possible de très bien performer sur la partie cold call et moi j'y crois beaucoup. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe et il faut avoir la bonne donnée pour s'ajouter des chances de remplir son agenda. Ouais. Là, qu'est-ce que tu aurais envie de recommander en tant que checklist de façon purement spontanée, là, mais en tant que checklist des points essentiels à surveiller, à mesurer, des cases absolues à cocher, si on veut mettre toutes ses chances de réussir rapidement en prospection là en 2025, selon toi? Ouais, la première des choses, c'est sur les leads en fait que tu vas sélectionner. Il faut être sûr que ce soit le bon ICP. Parce qu'en fait, quand tu vas enrichir tes contacts, si c'est pas le bon contact, tu vas perdre de l'argent et tu vas perdre du temps. Mmh. Donc généralement, tu perds entre 40 et 60% de ton temps sur des tâches qui te servent à rien pour ta prospection. Donc déjà, c'est quels sont les leads que tu as dans ton pipe. Sur les leads que tu vas avoir, est-ce que c'est le bon ICP, donc le bon interlocuteur. Ensuite, c'est est-ce que tu as la bonne donnée de cet interlocuteur-là. Et si tu trouves pas cet interlocuteur-là, qu'est-ce que tu fais de ton lead? Est-ce que tu le supprimes? Est-ce que tu vas attendre que tu trouves la donnée? Ensuite, ça va être le nombre de leads que tu attribues à tes commerciaux sur un sprint par exemple de 2 semaines. Donc qu'est-ce que tu fais de ce lead là après si la personne n'a pas répondu au bout du fil? Donc est-ce que tu l'archives? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu passes à un autre sales ou à un autre SDR? Donc comment tu le recycles? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui recyclent très mal également leur lead et qui perdent énormément d'argent parce que finalement ils ont eu un lead qui a été travaillé, ils en font plus rien derrière, il est plus nurturé. Ça va être également la qualité du pitch pour être sûr que le pitch est bon et que tu arrives à être assez accrocheur pour que la personne t'ait au bout du fil. Quand ton rendez-vous il est pris, tu vas avoir entre 20 et 25% de no-show. Donc en moyenne, donc comment tu travailles tes no-show? Donc c'est une personne qui se présente pas à ton meeting. Donc est-ce que tu as une boucle de SMS que tu mets en place pour faire un rappel? Est-ce que tu as une boucle d'email que tu mets en place? Est-ce que ton sales l'appelle 24 heures ou 48 heures avant pour être sûr que le meeting a lieu? Sinon tu fais perdre du temps à tout le monde. Donc en fait, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie structure entre la qualité de tes leads, l'assignation de tes leads, le recyclage de tes leads, la qualité de ton pitch et la qualité pour être sûr que tu as un R1 qui a été fait et que ton deal ne part pas en no-show. Donc en fait, pour moi, c'est la première des choses à structurer. Et ensuite, si je te parle quand même de quantité, c'est quoi la quantité en termes d'appels, par exemple, si on se focus sur le cold call, en nombre d'appels à faire par sales par jour, pour être sûr d'avoir un objectif qui est hebdo et après mensuel, mesurable. Et sur cet objectif-là, c'est quoi le nombre de rendez-vous pas pris, mais mis en opportunité par ton équipe pour être sûr que potentiellement ça peut déboucher en tout cas sur un vrai pipe. Donc voilà, moi à la place d'un directeur commercial ou d'un CEO d'une petite boîte, c'est les questions que je me poserais, ce que je regarderais en numéro 1.
Et après, je me pencherai plutôt sur la partie closing, mais qui est simplement l'étape 2. Là, on s'est concentré sur la partie call, mais voilà, je pourrais t'en parler des heures et rentrer sur la partie emailing aussi. Mais voilà, c'est le même type de process. Il y a un sous-jacent de tout ce que tu as dit là, c'est le sujet de la délégation, c'est mettre les bonnes personnes au bons endroits. Tu es monté à 130 personnes chez Ivancy, et là, si je ne m'abuse, vous êtes monté à 40 personnes en 2 ans chez Ouais, Zelix. c'est ça, ouais. C'est beaucoup, c'est rapide. Et comment tu as fait pour structurer tout ça en aussi peu de temps? Surtout que là, tout à l'heure, et ça va être une question dans la question, j'anticipe un peu, mais là, tu as structuré ton top management et tes C-level. Donc là, comment, par quel angle tu as pris le taureau, si je puis dire, sachant qu'en plus, vous êtes en remote, en full remote, de ce que j'ai compris? Sauf les commerciaux. Les Sauf commerciaux les sont au bureau. commerciaux, ouais, on va y venir. Mais comment t'as opéré ça pour privilégier la vélocité, parce que tu as dû aller très très vite, sans perdre en qualité des recrutements, en qualité de l'onboarding? J'explique souvent que la qualité de ta délégation, en fait, c'est une équation à 3 variables qui sont des multiples. C'est ton recrutement fois ton onboarding fois ton suivi, c'est-à-dire ton management plus ton coaching. Euh, Comment est-ce que tu as fait pour maximiser tout ça sans perdre en vélocité? Chez Zelix, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pu recruter les premières personnes avec lesquelles j'avais déjà bossé chez Ivancy, qui étaient mes top players. Donc en fait, j'ai commencé à construire mon équipe avec des personnes que je connaissais déjà, dont Ok. Guillaume, qui est mon cofondateur, qui était mon CFO à l'époque et qui gère la partie opération aujourd'hui. Et donc ça a été beaucoup plus facile parce que j'avais déjà une personne sur laquelle je pouvais m'appuyer, en qui j'avais confiance. Ok. Ensuite, je suis complètement d'accord avec toi, et pour moi, le succès d'une boîte passe par l'humain. Parce qu'en fait, des boîtes sur un marché, t'en as énormément. Tu vois, t'as énormément de secteurs où c'est des raids d'océan, t'as beaucoup. Donc la seule chose que tu peux pas copier aujourd'hui avec l'IA ou autre, c'est l'humain. Et donc en fait, si t'as la bonne personne à la bonne place, tu sais en fait que tu vas réussir, et tu vas réussir à apporter. Sur cette phase-là, en tout cas de structuration, j'ai un organigramme. J'utilise un outil qui s'appelle Whimsical. Mhm. Peut-être que vous connaissez. La base. Ah, on le ponce, mais d'une force chez nous. Voilà, donc tu vois, je m'amuse avec cet outil-là pour faire mon organigramme. Et en fait, dès que j'ai besoin de recruter, je regarde en fait quelle typologie de personnes j'ai besoin, pour quelle mission, et ensuite je mets un salaire sur cette mission-là. Le salaire est basé sur des outils comme Figures, qui nous permettent en fait d'avoir une idée marché de combien payer la personne, pour être sûr que je la recrute correctement avec un bon salaire et qu'elle soit motivée dans son quotidien. Sur les étapes de recrutement, j'ai un process en plusieurs étapes. Alors, moi j'ai un meeting avec la personne, plutôt côté fit, culture d'entreprise et valeurs. Tu as un meeting avec l'opérationnel, donc le manager qui va faire son meeting pour juger les compétences et opérationnelles. Ensuite, tu vas avoir un team fit avec les équipes, et potentiellement tu as un meeting RH, tu as 2 calls qu'on fait pour prendre des feedbacks, donc des calls de référence, et potentiellement tu peux avoir une étude de cas. Donc en fait, avec ces différents meetings, on peut se dire que le process est long, mais ça me permet, moi, de solidifier mon envie de travailler avec la personne, même si t'as pas un risque zéro. Et deuxièmement, la personne, elle peut voir en fonction de mon process qu'on est structuré, et elle peut voir avec les différents interlocuteurs si elle a envie de nous rejoindre. Avec cette base-là, ça me permet d'être sûr en fait d'avoir des personnes qui nous rejoignent et qui sont motivées et qui comprennent l'intégralité de la boîte. Et moi, ce que je veux éviter, c'est que la personne nous rejoigne et se dise, en fait, j'avais pas compris que Zelix c'était ça. Et donc, en fait, je lui donne toutes les clés possibles, et pas seulement moi, mais les autres interlocuteurs que la personne va avoir, pour être sûr qu'elle nous rejoint dans un cadre dans lequel elle est à l'aise, et des valeurs dans lesquelles elle peut les soutenir et qu'elle a les mêmes. Cette base-là, ça me permet en fait d'avoir une équipe fiable qui correspond à ma culture et à mes valeurs, et avec laquelle en fait j'ai envie de m'asseoir le matin et prendre un café. Tu vois, alors là, c'est plutôt des cafés virtuels, tu vois, mais ça nous permet d'avoir une base qui est stable. Et ensuite, sur le reste, il faut avoir confiance dans ses managers pour faire le bon screening et les laisser également recruter. Moi, je valide, comme je te l'ai dit, toujours la culture. Mais si tu recrutes un manager qui est un top player, eh ben, il va vouloir recruter des top players également. Et donc, en fait, après, ça te fait un effet domino où eux-mêmes, en fait, recrutent les bonnes personnes, et tu arrives à garder ta culture d'entreprise. Pour moi, l'aspect humain est super important. Et pour te dire, tu vois, sur les managers, je mets même un budget de coaching qui peut aller jusqu'à 7 000 € l'année, pour être sûr que eux-mêmes montent en compétences et continuent, en fait, de comprendre le marché, d'évoluer dans leur mission et de les nouvelles pratiques, se faire challenger par des top people, et également recruter correctement. Donc tu vois, j'investis également de l'argent dans les people que j'ai aujourd'hui dans la boîte, pour être sûr d'avoir un succès. Et un autre point, c'est que moi, je pense qu'un CEO ne peut pas tout gérer, ne peut pas être bon en tout, et qu'il doit s'appuyer sur les bonnes personnes pour faire le travail à sa place. Et c'est pour ça qu'on recrute. Et si je recrute une personne, c'est qu'elle est meilleure que moi.
et que en fait je ne vais pas la challenger sur son métier opérationnel, je vais la challenger sur des métriques qu'on doit atteindre. Et c'est à elle de savoir faire ce qu'elle doit faire. Et si elle n'atteint pas les métriques, c'est un autre souci. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai recruté assez rapidement, parce que j'avais besoin de structurer une équipe fiable et me permettre de mettre sur les rails pour faire cette licorne que j'ai envie de faire. Et j'avais besoin d'aller vite. Et parce qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs aussi assez rapidement, donc j'ai dû recruter des personnes dans le produit pour la compréhension, du QA pour tester et voir si on avait des bugs et les remonter à l'équipe technique. L'équipe technique, j'ai 3 squads pour aller sur la partie data, prospection et la partie team workspace, donc espace de travail pour les commerciaux. Ouais, donc voilà, j'ai dû recruter très rapidement pour être à hauteur de mes ambitions, mais c'est que des recrutements dont j'avais une nécessité. Comment tu as fait pour l'anticiper anticiper les premiers recrutements comme ça? J'imagine que tu as une roadmap en termes de recrutement. Comment tu la structures? Comment est-ce que tu anticipes tes besoins dans 6 mois, 1 an, 2 ans? Sur l'aspect commercial, c'est très simple. Tu regardes ton panier moyen, tu regardes ce qu'un commercial a la capacité de signer, ce que tu as déjà fait ou tes connaissances. Moi, je me suis basé sur mon expérience en tant qu'investisseur dans certaines startups ou d'investisseur dans certains fonds d'investissement ou chez Ivancy. Et en fonction de ton cycle de vente, je me suis dit, voilà mon panier moyen, voilà mon cycle, délai de closing. Je sais qu'un sales peut signer jusqu'à temps l'année. Donc, admettons que ton sales signe entre 300 000 et 500 000 l'année. Tu vois, c'est du SLG, donc c'est assez facile. Donc, tu te dis, voilà, je mets 3 sales, je signe 1 million, 1,5 million dans le pays, en tout cas, que tu as décidé de délivrer. Sur la partie PLG, c'est un peu différent parce que c'est plutôt un taux de conversion que tu as dans ton produit. Donc, ton taux de conversion, il peut varier entre 8-12%, en tout cas, voire plus, hein, si tu es excellent, entre un lead entrant et quelqu'un qui décide de mettre sa carte de crédit et de payer. Et donc là, ça dépend plutôt de ton funnel marketing sur le nombre, sur ce que tu dépenses dans tes différents canaux d'acquisition, sur la personne qui arrive ensuite sur ta plateforme, qui va l'utiliser, qui va mettre sa carte de crédit, et ton churn, et qui me permet de me projeter et de voir quel coût d'acquisition je dois avoir par rapport à la long time value, donc le temps que la personne reste sur mon produit de manière annuelle. Et ce type de choses me permettent en fait de faire mes calculs et de voir quel type de recrutement je dois avoir dans ma plateforme sur l'aspect marketing et sales et customer success. Et sur la partie technique, écoute, je vais discuter avec mon CTO et qui gère le produit également, donc qui est mon CEO, qui est PO aussi. Et on va voir en fait quelles sont les features qu'on doit développer. On va faire un macro costing sur la partie dev. Et en fonction du macro costing, si on n'a pas assez d'équipes, on va décider de recruter des développeurs. Et sur ces développeurs-là, on va devoir se projeter en se disant, un développeur, il comprend ta code base et il devient bon au bout de X mois. Ça peut être 3 mois, 6 mois, ça dépend de la complexité de ta code base depuis quand ta boîte elle existe, et si ton microservice ou pas, ou en monolithe. Et en fonction de ça, cette complexité, tu sais que ton développeur il est bon, on va dire, au bout de 4 mois. Et donc, ta roadmap, tu vas réussir à l'atteindre dans X mois. Bon, je sais pas si c'était clair, mais, Très voilà, clair. c'est la manière dans laquelle on va construire notre équipe. Donc, tu as 2 façons. Tu as une façon chiffrée, où en fait, tu vas tout simplement faire un produit en croix, regarder tes métriques existantes et regarder si j'augmente l'input à hauteur d'un nouveau poste, par exemple pour la partie sales, voilà théoriquement, mais aussi forcément concrètement, ce que ça va me donner in fine en output. Donc, un produit en croix classique. Et de l'autre, là, tu as une approche plus métier, où tu vas aller auditer en interne où le bas blesse à l'instant T, où sont les besoins. Tu vas te reposer sur l'expertise des gens dont tu es entouré pour qu'ils puissent te faire remonter, eux, leurs besoins dans une certaine à une certaine temporalité, donc dans 6 mois, dans 1 an, histoire d'avoir le temps de préparer. Parce que forcément, si tu veux pas être à la bourse sur tes recrutements, sachant que la pire erreur, c'est de rusher un recrutement, tu es obligé de les anticiper le plus possible, quoi. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, tu jongles un petit peu en fonction des sujets, en fonction des piliers dans ta boîte, des pans de ton système, sur ces deux méthodes. Ouais, exactement. Et après, le point important aussi, c'est que je préfère ne pas recruter que recruter quelqu'un dont je suis. Donc, tu vois, je préfère qu'on ait un trou dans la raquette et qu'on se débrouille plutôt que rusher un recrutement. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok. Donc, tu es obligé d'avoir un volume conséquent à l'entrée en termes de Ouais, screening. oui et non. Parce que pour le screening, ce que je fais également, en tout cas sur les C-level ou les heads ou les team leads, c'est que je les contacte directement sur LinkedIn. Donc je regarde les sociétés qui m'intéressent. Si une personne, par exemple, elle a une connaissance sur la partie product-led growth ou sales-led growth, qui a connu l'international, donc je regarde en fait quelle boîte correspond à Zelic.
Sur cette boîte-là, je vais décider de pinguer les personnes qui correspondent pour discuter en direct. Et sinon, on a également des outils, tu vois, comme Welcome to Jungle ou des ATS qui te permettent en tout cas d'être visible, d'avoir des différentes offres ou de mettre des offres sur LinkedIn et de les sponsoriser pour réussir à avoir un vivier de candidats. Après, on a LinkedIn où on poste tous également des annonces et ça nous permet également d'être plus visible. Donc, on a également une stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour avoir plus de candidats. Mais la masse ne fait pas non plus. Tu vois, c'est comme l'emailing ou la prospection, tu vois, ce qu'on a pu parler avant. C'est pas parce que tu as beaucoup de candidats que tu trouves ton bonheur. Par exemple, sur la partie designer, on avait eu 250, je crois, voire même 300 profils. Et sur les 300, on n'avait pas trouvé notre bonheur. Parce que ça correspondait pas forcément à ce qu'on avait envie. Alors peut-être c'est de notre faute parce qu'on n'était pas assez clair sur le message qu'on a mis sur Welcome to the Jungle, par exemple. Mais de l'autre côté, en tout cas, les profils ne correspondaient pas 100% à ce qu'on voulait. Et donc, finalement, on les a trouvés différents. Tu peux avoir des agences qui peuvent t'aider. Un vrai vecteur d'attractivité des talents de très haut niveau, donc vraiment des profils 0 à 1%, quoi, c'est à quel point tu vas leur vendre une vision. Parce que, comme tu l'as dit, par définition, ils sont meilleurs que toi, donc ils auront des choses à apprendre, tu auras des choses à leur transmettre, mais quant à leur métier, ils ont vocation, par définition, à être les plus affûtés sur leur sujet au sein de la boîte. Donc, c'est pas en rejoignant la boîte qu'ils vont monter en compétence sur leur sujet. Au contraire, c'est plutôt eux qui vont faire monter toute la boîte en compétence si on les recruterait pas. Donc, en fait, un des vecteurs d'attractivité, c'est ta vision, c'est-à-dire le projet que tu leur vends. Comment est-ce que dans quoi tu les embarques et comment est-ce que tu leur donnes envie de rejoindre un projet qui les transcende au-delà des contingents de valorisation de leur CV, des contingents financiers qui sont super importants, hein, mais il faut qu'ils se sentent emballés. En tout cas, c'est un vrai plus. Comment est-ce que, tout en sachant que cette question de la vision, elle se recroise avec le nécessaire investissement, la nécessaire relation avec les investisseurs de ton côté, forcément, parce que c'est ça aussi que tu vas en partie vendre. Et de l'autre, ça va venir insuffler aussi ton message, donc ton marketing, ton positionnement, etc. Donc finalement, cette question de la vision, elle est essentielle parce qu'elle va venir derrière capillariser sur absolument tous les pans de ta boîte. Euh, Comment est-ce que tu définis aujourd'hui ta vision, qui est quelque chose de très dynamique, hein, qui évolue dans le temps, mais comment est-ce que tu t'assures en tant que garant de la vision de la boîte de toujours avoir l'armature visionnaire la plus robuste et claire possible? Ouais, c'est une super bonne question. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je pense que la façon la plus simple, c'est d'être en veille constante sur le marché, mais d'avoir une vraie compréhension de ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, de discuter avec des users, c'est quoi leurs problématiques, de voir en fait comment évolue son secteur d'activité. Et après, il faut de l'intuition aussi, parce qu'en fait, si tu as une vision, tu dois avoir de l'intuition, parce que tu n'es pas sur de l'existant, tu es sur du futur. Et donc, c'est à toi également de prendre des risques pour te dire, dans 5 ou 10 ans, voilà comment va fonctionner mon marché. Tu vois, c'est des choses que j'avais beaucoup travaillé à l'époque, même à l'époque d'Ivancy, mais pas au début de la boîte. J'ai commencé à travailler la vision, la boîte elle avait déjà 3 ans. C'est de me dire chaque personne sur Terre est influente sur une thématique. Et donc en fait, tu peux scorer l'influence de chaque personne, quel que soit son nombre d'abonnés, parce qu'une personne qui a 500 abonnés sur une niche peut être influent. Et ça, c'était ma vision, la vision de Ivancy, c'était de scorer l'influence de chaque personne, quel que soit son nombre d'abonnés, quel que soit son réseau et quel que soit son canal. Aujourd'hui, chez Zelic, ma vision, c'est de créer une plateforme unifiée pour les équipes revenus, parce que je ne crois plus du tout dans le best of breed. Je ne crois plus dans ces solutions qu'on paye hyper cher, dans ces 15 outils qu'on utilise dans son quotidien, qui sont très compliqués à prendre en main, qui sont très chers, qui sont très difficiles en termes d'onboarding et de ramp-up pour les équipes revenus. Je ne crois plus aussi au fait qu'il y ait des silos entre le marketing, les équipes sales et customer success, qui favorisent pas en fait les intérêts des uns et des autres, et en fait ça pose même des conflits. Je ne crois plus dans l'utilisation du CRM dans son quotidien en tant qu'outil opérationnel de prospection. Et en fait, donc ma vision, c'est d'avoir toutes ces équipes unifiées sur une seule et même plateforme qui s'appelle une revenu. Donc ça, c'est la vision que j'ai pour Zelic. Comment je construis ça? Donc je me documente, j'interviewe des personnes, j'essaie de me faire une idée, je me confronte moi aux différents outils, donc je fais une veille constante sur les outils du marché. Je me mets moi à la place des utilisateurs et moi-même étant sales, vers quoi se dirige le métier.
quel est l'impact de l'IA aujourd'hui, mais quel est l'impact de l'IA dans 5 ou 10 ans. Donc je dois essayer de prévoir également ce type de choses pour être sûr de ne pas me tromper et de ne pas créer des choses qui vont être automatisables par l'IA. Je crois également que l'IA ne remplacera pas l'humain, mais que l'IA va être le copilote de l'humain. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le custom d'Iron Man, donc tu mets son costume et en fait il a ses super pouvoirs, je le vois de cette façon-là. Pour moi, il y a des tâches qui peuvent être automatisées et d'autres qui ne le peuvent pas. Qui ne peuvent pas l'être. Et c'est ce que j'essaye d'apporter pour Zelig, de rendre les gens beaucoup plus performants en enlevant les tâches qui sont ingrates, en développant en fait leur capacité de prendre plus de rendez-vous et de signer plus grâce à un outil intelligent dont l'IA fait partie. Mais donc ça me prend énormément de temps à structurer cette vision-là. Et tu vois, là, à 16h15, j'ai un meeting vision avec l'intégralité de ma boîte pour leur expliquer les 50 pages que j'ai pu documenter et vers quoi on se dirige d'ici 2030. Qu'est-ce qui concrètement te prend du temps dans cette production? De lire, parce que tu dois beaucoup te documenter. Ce qui me prend du temps également, c'est de trouver les bons médias. Tout et n'importe quoi, n'importe où, il faut trouver les bons médias. Ce qui me prend du temps, c'est aussi de rédiger des résumés clairs et précis, tout ce que j'ai pu lire en fonction des médias que j'ai sélectionnés. Ce qui me prend du temps, c'est de benchmark avec mon cofondateur ou avec mes associés ma vision pour la confronter à ce que eux ils vivent dans leur quotidien et leur façon de penser. Parce que je peux avoir ma vision, mais ils sont également dans l'opérationnel et donc ils ont des retours intéressants à me faire et être sûr que je suis pas à côté de la plaque sur ma vision. Où j'en suis également dans mon produit actuel versus là où je veux aller. Donc ce qui me prend du temps, c'est comment je construis ça. Tu vois, et une des problématiques qu'on a nous aujourd'hui, c'est de se dire ok, la vision elle est très claire, mais quelles sont les étapes pour y aller? Comment on va prioriser ces étapes-là? Donc ça me prend énormément de temps. Ce qui me prend du temps aussi, c'est de structurer cette vision et de la communiquer aux équipes pour que n'importe qui dans la boîte, si tu lui poses la question, peut répondre à quelle est la vision de Zelig et ma vision. Donc ça prend beaucoup de temps parce que tu as évangélisé l'interne avant de évangéliser l'externe. Donc voilà, ça prend beaucoup. Il faut que ce soit quotidien parce que sinon les gens oublient. Donc en fait, donc voilà, il faut le faire quotidiennement. Il faut que tu documentes pour qu'une personne qui arrive dans son onboarding, elle ait accès à ce document-là. Que j'ai un meeting programmé, ça me prend du temps aussi parce que chaque onboarding, j'ai un meeting programmé pour reparler de la vie, des valeurs et de la culture. Ça va être de discuter avec les investisseurs et de réussir à les convaincre sur là où je veux aller. Donc ça me prend du temps aussi. Ce qui me prend du temps aussi, c'est, tu vois, aux US, ils ont 5 ans d'avance sur le marché français, par exemple. Donc en fait, être sûr que ma vision est assez lointaine et assez bonne pour être même une vision futuriste pour les US. Donc c'est ce type de choses que je travaille également de mon côté. Mais ouais, ça prend du temps. Et donc en fait, finalement, c'est un travail très dialectique. T'engranges énormément de valeur, de données. Tu te confrontes à énormément d'informations que tu recoupes, etc. Qu'ensuite, tu viens, donc t'aboutis à une thèse que tu viens confronter, antithèse à au concret, au réel, au matériel, c'est-à-dire à tes équipes, tes managers, pour voir concrètement si tu es dans le juste ou pas. Et de là aboutit une synthèse la plus objective possible sur l'état des lieux. Donc ouais, c'est le premier pan finalement de ta vision, de ce que j'en prends, c'est vraiment le constat. Donc voilà le constat aujourd'hui, voilà présentement où on en est, voilà l'état des lieux, voilà le problème en fait, et ses ramifications. Ensuite, l'étape suivante, c'est ce qu'on pourrait appeler la solution / l'opportunité. Donc voilà, moi, la solution, ce que je pense être la solution la plus pertinente pour répondre à ce problème-là. Donc voilà notre parti pris d'un point de vue produit, d'un point de vue positionnement, ainsi de suite, parce que c'est la meilleure façon de répondre à ce problème qu'on a défini. Et donc forcément, par extension, c'est l'opportunité aussi de marché, l'opportunité business. Et derrière, la dernier point de ce que j'en comprends, et complète ensuite si j'ai manqué des trucs, c'est la partie projection. Donc concrètement, dans le futur, voilà ce que ça va donner en termes de chiffres. Voilà ce que ça va donner aussi en termes d'évolution de marché, parce que là, on est dans on est qu'à une étape intermédiaire d'une évolution constante. Donc demain, voilà vers quoi ça va tendre. Voilà potentiellement quels vont être les perturbateurs qui vont venir amender aussi la nature du problème. Tu parlais de l'IA. L'IA demain, quelles vont être les évolutions de l'IA qui vont faire que demain, le problème ne sera plus exactement le même, et ainsi de suite. Et voilà ce qu'on a prévu pour ne pas se faire prendre de court, finalement. Donc, est-ce qu'il manque des trucs dans cette modélisation ou T'as bien résumé, hein. Super. Et donc derrière ça, c'est un gros doc de 50 pages, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et t'as 50 pages.
50 pages. Et Ouais, tu as 50 pages parce qu'en fait, tu as l'analyse du marché, l'analyse donc des compétiteurs, leur croissance, les levées, depuis quand ils existent, leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires par employé. Tu vas avoir ton positionnement, les différentes verticales. Tu vas avoir ton concurrent par pays. Tu vas avoir également ta mission actuelle, parce qu'on a parlé de la vision, on parle pas de la mission. Donc la mission, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et la vision, c'est on se met pour atteindre le tour de son produit. Tu vas avoir ta roadmap produit, le futur de ta roadmap, à quoi ta boîte elle peut ressembler d'un point de vue produit avec des maquettes dans le futur, ou ton marketing à quoi il peut ressembler. En fait, tu vas assembler énormément de choses pour avoir une vision assez claire et projeter les gens dans ta boîte sur à quoi elle ressemblera demain. Et tu vois, les gens aujourd'hui, quand ils te rejoignent, certes, ils vont faire leur mission opérationnelle, mais ils ont envie de comprendre quelle est la vision de la boîte et pourquoi ils t'ont rejoint. Et donc ce travail-là, pour moi, est super important pour les motiver dans leur quotidien. Et qu'ils se disent, OK, ben aujourd'hui on fait ça, mais voilà où Dorian veut nous amener. juste avant qu'on se laisse, en 1 minute, top chrono, on va mettre un timer. Parce que je Challenge, veux le pas te mettre en challenge. retard. Parce que tu as 50 pages à présenter en 1 heure ensuite. Donc, euh, ce serait quoi les 3 conseils que tu aurais envie de donner aux entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, à fortiori, ce serait quoi les 3 conseils que tu aurais donner au Dorian de début 2023? Première des choses, c'est de se lancer sur un secteur qu'on aime, parce que pour 10 ans. Généralement, les boîtes, elles se revendent au bout de 9 à 11 ans. Généralement, c'est de choisir les bons cofondateurs. C'est super, super important parce que c'est un gage de succès. Et de se poser les bonnes questions pour être sûr que chacun va dans la même direction. De trouver également des associés qui sont complémentaires. De créer une culture d'entreprise dès le premier jour pour être sûr qu'on recrute des personnes pas par défaut, mais avec lesquels on match, avec lesquels on a envie de se projeter et on a envie de réussir. En fait, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de vivre des bons moments et des mauvais moments avec eux? Des questions à se poser. Pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi on décide de se lancer? Quelles sont les raisons? Parce qu'en fait, est-ce que c'est une raison financière? Est-ce que c'est une raison de liberté? Est-ce que c'est une raison parce qu'on a envie de voyager? Quelles que soient les raisons, il n'y a pas de mauvaises raisons, mais c'est juste de le comprendre et de l'écrire. De se dire que ça va être dur, parce que c'est vrai, l'entrepreneuriat c'est dur, c'est des montagnes russes, t'as des hauts et des bas, et il faut s'accrocher, mais que tout est possible et que tout le monde peut réussir si on se donne les moyens, donc c'est super super important. Et que le recrutement pour moi c'est la seule et unique clé. Tu peux avoir un peu de chance, tu peux avoir des choses, mais en fait t'as les bonnes personnes, même si t'as une problématique, tu peux pivoter à un moment donné, tu réussiras. Donc voilà, ça c'est un peu mon message de la fin, mais je peux dire à une personne qui se lance, quoi. Merci beaucoup, Dorian. C'était un vrai kiff de prendre ce moment ensemble. Tu reviens quand tu veux sur la chaîne. Et, Mais c'était cool, ouais. je te propose qu'on se fasse un petit état des lieux d'ici 1 an pour voir si combien vous êtes. Est-ce que vous êtes 400? Ouais, non, bah hyper content d'avoir passé du temps avec toi, avec plaisir pour catch up dans 1 an, et on se revoit vite. Yes. Salut à tous. À toutes. Merci. Pensez à vous abonner et surtout au petit like pour manifester votre remerciement à Dorian parce que tu as envoyé de la valeur de fou. Salut à tous. Ciao.